Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui entre dans le cadre de la contre-histoire de Michel Onfray. Le titre de cette vidéo a l'air d'être provocateur et pourtant la question qu'il pose est on ne peut plus sérieuse et légitime. En effet, nous allons nous intéresser cette fois à un volet majeur de la pensée de Michel Onfray, sa vision hédoniste, inspirée par un athéisme virulent qu'il a résumé dans un chapitre de son manifeste hédoniste, dont l'abrégé hédoniste, qui en est la version compendieuse, est publié chez Librio. Dans ce tout petit manuel du parfait jouisseur, Onfray décline ses propositions pour un monde hédoniste débarrassé de la croyance en Dieu et de la religion, et plus généralement débarrassé de tout ce qui peut empêcher de jouir et faire jouir. Des dizaines de livres, autant de prises de position publiques pour tantôt expliquer, tantôt justifier cette vision du monde qu'il voudrait voir triompher. À plusieurs reprises, il a expliqué cette étape fondatrice de sa jeunesse adolescente, où, masturbateur, il a d'abord éprouvé un sentiment de honte et de gêne, sentiment qu'il prend pour la conséquence de 1000 ans du christianisme imprimé dans nos têtes. Pour se donner meilleure conscience et pouvoir se masturber l'esprit serein, il s'est plongé dans la lecture de Freud à un moment de sa vie où il pensait que le psychanalyste viennois était un efficace ouvrier de la décomplexion sexuelle. En somme, Michel Onfray a cherché dans la production philosophique non des orientations pour guider sa vie, mais des prétextes à justifier son quotidien d'adolescent libidineux. Cet acte fondateur du rapport d'Onfray au monde des idées n'a pas manqué d'imprimer quelques traces jusqu'alors présentes dans sa démarche. Pour mieux le comprendre, dirigeons-nous vers la page 31 de cet abrégé hédoniste pour y découvrir des positions qu'on croirait directement sorties d'un monde fantasmé, imaginaire, dont Onfray serait une sorte de témoin halluciné. Alors qu'il constate que les églises se sont vidées et s'en félicite, il note toutefois qu'aujourd'hui encore, je cite, « Les esprits restent pleins de l'enseignement chrétien. Dépréciation du corps, des sentiments, des émotions, de la chair, des passions, des pulsions, des femmes, du plaisir, de la jubilation. Surestimation de l'ascétisme, du dolorisme, du renoncement, et de conclure forcément d'où misogynie et phallocratie. » Forcément, on ne voit pas trop le lien, mais... Quel étonnant diagnostic de la société d'aujourd'hui où absolument tout ce qu'il dit est à des années-lumière de la réalité. Il parle de dépréciation du corps, mais nous n'avons jamais autant valorisé le corps. Nous n'avons jamais autant encouragé les phénomènes de mode vestimentaire et cosmétique, et ne les avons jamais rendus aussi libres d'accès à des foules entières, qui d'ailleurs ne se privent pas de se plonger dedans. Le culte du corps, de l'apparence, est aujourd'hui la pierre angulaire d'à peu près toutes les démarches commerciales, marketing et publicitaires, sur tous les supports médiatiques possibles. N'importe quel prétexte est bon pour montrer une femme nue, un homme nu, des seins, des muscles, des cheveux flamboyants, des dents blanches, des regards maquillés. Et le sportif, cet étalon dont le corps est l'outil, est mis en avant comme jamais. Qui aujourd'hui peut faire 100 mètres dans un centre-ville sans voir sur des panneaux d'affichage ou sur les présentoirs des kiosques plusieurs dizaines de corps dénudés ou plusieurs dizaines de leurs avatars? Les vendeurs utilisent le corps, l'apparence, comme le principal argument d'accroche, et ils le font depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils le refont, qu'ils continuent à le faire, ce qui signifie que ça marche. Donc que les acheteurs, de leur côté, se laissent séduire par ces arguments, les ont assimilés et, malheureusement, n'y trouvent rien à redire. Le culte des miss, des présentatrices de télé recrutées dans les agences de pub pour leurs qualités esthétiques, ce sourire, des fois séducteur, des fois racoleur, que l'on croise 1000 fois par jour sur les revues, les livres, les affiches de cinéma, les vitrines des magasins ou aux caisses des supermarchés. Quel genre de société où les esprits seraient pleins de la dépréciation du corps aurait pu ainsi s'organiser et se perpétuer? Pour l'immense majorité des gens, et le succès des secteurs commerciaux concernés le confirme, leur corps est un bien précieux, qu'ils chouchoutent, cajolent, esthétisent, par des choix vestimentaires, alimentaires et cosmétiques. Il est l'outil de séduction par excellence, et l'industrie du livre est loin, très loin, de générer les fortunes que dégage l'industrie des produits de beauté et des régimes alimentaires. Dépréciation des sensations. Mais dans quel monde vit Michel Onfray? Là encore, son diagnostic est invalidé par les faits, par les gens, par le monde tout autour de nous. Les sensations des gens sont au cœur de tout le processus commercial et marketing qui, malheureusement, tient lieu de curseur moderne. Les neurosciences, ou plutôt leur application dans le champ marketing, c'est-à-dire le neuromarketing, achèvent de démontrer que Michel Onfray vit dans un monde imaginaire et qu'il se fait de la réalité une image fausse ou mensongère. Nous avons consulté un livre traitant de neurosciences appliquées à la direction des cerveaux consommateurs, Le neuromarketing en action, de Patrick Georges, neurochirurgien, et Michel Badoc, professeur de marketing, notamment dans de grandes écoles de commerce.
Bien que la présence du mot marketing, qui témoigne d'un lien direct avec la notion de market, de consommation donc, renvoie prioritairement à l'activité commerciale, les auteurs ne manquent pas de rappeler que les règles qui prévalent dans cette activité commerciale s'appliquent également à d'autres champs, comme la politique. En fait, elles s'appliquent partout où la nécessité existe de faire de la captation d'attention, d'attirer le cerveau humain par des méthodes enseignées par les neurosciences. Le terme n'existe pas encore, mais nous pourrions parler par exemple de neuromilitantisme, de neuropropagande, pour décrire les méthodes de galvanisation des facultés d'attention du cerveau appliquées à la politique. Notons cette définition du mot marketing donnée par les deux auteurs du livre. Le marketing fait son apparition quand, dans un pays, une région, dans un secteur d'activité, l'offre de produits et de services devient supérieure à la demande. La définition s'applique donc certes au commerce, mais aussi à l'offre politique, idéologique, militante, culturelle. Nos cerveaux tous les jours encaissent des centaines de stimuli générés par le monde extérieur. Nos sens sont sollicités à travers la musique, les sons, les gongs, les formes, les couleurs, les volumes, les vitrines savamment agencées, les présentoirs de boulangerie ou de charcuterie qui mettent l'eau à la bouche, les slogans qui s'impriment dans nos têtes. Si tout cela existe et fonctionne, c'est parce que notre cerveau y est sensible. Et n'allez pas croire que le choix d'une couleur dominante dans une campagne publicitaire, ou l'organisation des vitrines et des rayonnages de magasins, ou que la forme d'un logo ou d'un objet soit due au hasard. Non, tout est fait pour que notre cerveau se laisse charmer. Les neurosciences ont fourni des informations fondamentales, informations désormais utilisées par les vendeurs, qu'ils vendent des produits, ou des discours, ou des promesses électorales. En réalité, partout et tout le temps, nos sens, nos sensations sont sollicités. La société marchande nous a presque déshumanisés pour nous ramener à l'état d'être biologique, ne s'adressant plus à nous comme une personne entière, mais seulement à une partie de nous, la plus manipulable, notre cerveau limbique. Celui qu'on appelle aussi primitif, et qui gère l'essentiel de notre rapport émotionnel à l'extérieur. Contrairement à ce que fantasme Michel Onfray, qui a certes besoin d'entretenir le mythe d'une société toujours chrétienne et dépréciative de tout ce qu'il veut voir triompher, non seulement les sensations ne sont pas reniées, évitées, combattues, mais elles sont au centre du processus social moderne. Alors que penser d'un philosophe, c'est-à-dire de quelqu'un ayant normalement l'œil attentif aux choses, qui nous dit que notre époque, après ces 1000 ans de christianisme qu'il déteste, déprécie le plaisir et les passions. À moins de sortir d'un coma de plusieurs dizaines d'années, Michel Onfray ne peut pas avoir manqué de constater que le plaisir, comme recherche et objectif à atteindre, est devenu l'un des principaux soucis de nos contemporains. Tout d'ailleurs est passé au tamis du plaisir. La pratique d'une activité, le choix d'une séance de cinéma, d'un sport, d'une relation, dans le choix de la nourriture que nous décidons de manger, des vacances au soleil, une balade au bord du fleuve, une soirée entre amis, tout ce qui compose notre quotidien est sélectionné en fonction de son facteur plaisir. De notre propre initiative, nous ne faisons rien qui ne soit pas procurateur de plaisir. C'est la clé de voûte. En dehors du travail que l'on peut occuper par défaut, faute de mieux, nos choix s'inclinent invariablement vers la notion du plaisir qu'ils procurent. Mais Michel Onfray s'imagine sans doute qu'au-delà des murs de sa maison hédoniste, les gens renoncent au plaisir par choix et même se flagellent le dos après s'être imposé une douche glaciale en plein hiver pour se punir. Là encore, notre cerveau est au centre du processus qui s'appelle le circuit de récompense. Dans notre livre sur le neuromarketing, les auteurs proposent une synthèse très vulgarisée des principaux fonctionnements du cerveau, notamment limbique. En page 57, ils évoquent les 6 stimuli de la décision marketing, et parmi eux, l'égocentrisme. Je cite. Le cerveau primitif est égocentrique. Il n'a d'intérêt ou de sympathie que pour ce qui concerne directement son bien-être et sa survie. Autre point, le cerveau primitif réagit fortement aux émotions. Il existe une bibliographie importante en français sur le cerveau. Reprenons donc la synthèse proposée par Wikipédia. Le système de récompense, renforcement, est un système fonctionnel fondamental des mammifères situé dans le cerveau, le long du faisceau médian du télencéphale. Ce système de récompense est indispensable à la survie, car il fournit la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés permettant de préserver l'espèce et l'individu. Plus précisément, le système de renforcement est constitué par 3 composantes. Affective, correspondant au plaisir provoqué par la récompense ou au déplaisir provoqué par les punitions. Motivationnelle, correspondant à la motivation à obtenir la récompense ou à éviter la punition. Cognitive,
correspondant aux apprentissages généralement réalisés par conditionnement. Si Michel Onfray croit les gens non seulement décidés à se couper des plaisirs par réflexe de conditionnement chrétien, mais aussi capables de le faire, il est temps qu'il s'intéresse au circuit de récompense du cerveau, à l'activité de neurotransmetteurs tels la dopamine. À titre d'exemple, il faut savoir que la production de l'hormone du plaisir s'active, non seulement lorsque le sujet réalise une action qui lui procure ce plaisir, mais s'active aussi, dans une moindre mesure mais avec un effet déclencheur, lorsqu'il s'imagine réaliser cette action ou lorsqu'il la voit réalisée par un tiers. Ce n'est pas par hasard si la plupart des publicités pour des produits alimentaires montrent des gens en train de déguster un produit, le visage ravi, montrant tous les stigmates de la satisfaction et du bonheur, simulant même une sorte d'orgasme gustatif. Ces publicités ne s'adressent absolument pas à notre intelligence rationnelle, qui, elle, serait bien trop capable de nous rappeler que pour des raisons de finances personnelles, par exemple, nous ne pouvons pas nous autoriser l'achat de produits pareillement facultatifs, mais à notre cerveau primitif qui, lui, ne sait pas gérer ce genre de données. Donc, que déduire de notre propos ? Si nous étions dans une société où 1000 ans de christianisme nous avaient rempli l'esprit de dépréciation comme l'affirme Michel Onfray, comment tout cela pourrait-il exister ? Ici, c'est une partie fondatrice de l'édifice philosophique de Michel Onfray qui s'écroule dès lors que le constat est fait qu'il vit dans un monde imaginaire et fantasmé. Car objectivement, qu'attendons-nous d'un intellectuel, d'un philosophe ? Premièrement, une certaine acuité intellectuelle, une pertinence de l'analyse, du constat qu'il fait et sur lequel il base ensuite ses propositions. Pour proposer une alternative à une réalité factuelle qui nous déplaît, encore faut-il avoir fait le bon constat, le bon diagnostic. Imagine-t-on un automobiliste confier sa voiture en panne à un chocolatier ? Ou un patient boutonneux s'orienter vers un podologue plutôt qu'un dermatologue ? Il n'y a pas de bon traitement sans bon diagnostic. La formule est médicale, mais elle s'applique à la politique et à la philosophie avec la même évidence. Alors quel crédit accorder à un homme qui nous propose des réponses à des questions qui n'existent pas, des solutions à des problèmes qui n'existent pas, des alternatives à des situations imaginaires ? En réalité, le monde est d'ores et déjà bien plus hédoniste dans la pratique que Michel Onfray semble le penser. Lui qui vit dans une tour d'ivoire et depuis sa chambre forte pond des jugements et des sentences insensées. Il se comporte comme quelqu'un qui, un jour dans sa jeunesse, se serait trouvé une marotte et ne voudrait plus la lâcher, quitte à répéter au fil des années un discours, par conséquent de plus en plus déconnecté de la réalité. Accroché à sa trouvaille d'adolescent, il tient bon la barre, refuse d'en démordre, quand bien même tout le fait mentir. Le monde tel qu'il le voit ressemble à un théâtre, qu'il met en scène selon sa convenance, choisissant le décor qui convient le mieux au déroulement de son argumentaire. Le théâtre onfrayen est une mise en scène. S'agit-il dans son cas de malhonnêteté pure ou d'incompétence totale ? S'il est malhonnête, c'est qu'il feint de voir un monde qui en réalité n'existe pas, pour perdurer sur le terrain illusoire de la contestation. Une posture, en somme. Par refus d'admettre que son monde hédoniste existe déjà, car l'admettre revient du même coup à reconnaître deux éléments très gênants. Premièrement, qu'il n'est ni un rebelle, ni un contestataire, mais bien un acteur du consensus, porteur d'un message idéologique triomphant. Deuxièmement, notre société, notre monde, sont devenus si laids, si sales, si cruels, sont dans une telle déroute qu'admettre que son idéologie que l'on prétend alternative est en réalité victorieuse depuis des années, c'est lui reconnaître une responsabilité dans la débâcle. Continuer à faire croire que son choix idéologique est minoritaire et alternatif, c'est au contraire lui retirer toute responsabilité dans la défection générale du monde. Si ce n'est pas de la malhonnêteté mais de l'incompétence, son omniprésence dans les médias où son avis est constamment sollicité constitue une escroquerie dont il se nourrit autant qu'il la nourrit. Escroquerie organisée par les médias qui, comme le souligne Michel Onfray lui-même dans son livre Politique du rebelle, célèbre ce qui accélère le mouvement vers le pire et qui ne présente aucun danger pour la machine. Pour approfondir la question de l'omniprésence de Michel Onfray dans les médias, tenter de comprendre pourquoi les médias l'ont intégré si copieusement, de même que le monde de l'édition, n'hésitez pas à visionner la vidéo « Michel Onfray, un conformiste comme les autres ». Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine.